des protéines qui sont contenues dans des granules, perforines et granzymes. Et donc ces protéines permettent une cytotoxicité qui est naturelle et pas restreinte par le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc ce n'est pas du tout le même mécanisme que les lymphocytes TCD8 par exemple. Mais toutefois, cette cytotoxicité, vous le savez, elle est régulée par les molécules HLA. Euh, on va le revoir tout de suite. Alors, ce qui est très important, c'est la coopération entre les cellules. Hein, ça, c'est toujours le cas en immunologie, hein, quelle que soit la thématique. Les cellules NK, elles sécrètent de l'interféron gamma qui vont activer les macrophages. Et elles sont elles-mêmes, les cellules NK, activées par l'IL-12, qui est produite par les macrophages, et aussi par l'interféron de type 1, qui est produit par les PDC. Donc il y a une relation, chaque composant ou cellule en l'occurrence, produit une cytokine qui active l'autre et inversement. Le rôle des cellules NK est très important. Il a été montré particulièrement chez les patients qui n'ont pas d'activité NK, qui font des infections extrêmement sévères à des virus de type herpès, c'est-à-dire le BV, VZV et CMV. Hein, Epstein-Barr virus, varicelle zona, cytomégalovirus. Alors ici, un petit rappel du mécanisme de lyse par les cellules NK, au cas où vous auriez oublié. Donc une cellule NK, elle a des récepteurs activateurs et inhibiteurs. Donc normalement, quand les deux sont engagés dans une cellule normale, qu'il n'y a pas trop de récepteurs activateurs et que les récepteurs inhibiteurs, les KIR inhibiteurs, sont associés à des ligands qui sont présents sur les molécules HLA de classe 1, à ce moment-là, vous n'avez pas de lyse de la cellule normale. Par contre, quand la cellule est affectée par un virus, qu'elle est transformée par un processus tumoral, à ce moment-là, vous allez avoir une diminution de l'expression des molécules HLA de classe 1, d'où non-engagement des récepteurs inhibiteurs, en même temps que, par exemple, du fait de l'infection virale, vous allez avoir une super-expression, une surexpression des récepteurs activateurs. Donc vous avez plus d'engagement du récepteur inhibiteur et une augmentation de l'expression des récepteurs activateurs, et à ce moment-là, la NK, elle va lyser la cellule. Une lyse sécrétoire par les granules cytotoxiques, on l'a vu, ou alors une lyse non sécrétoire par le système face-ligand et apoptose de la cellule transformée ou infectée par un virus, ou alors vous pouvez avoir des phénomènes d'ADCC, de cytotoxicité anticorps dépendante, puisque je vous le rappelle, les cellules NK expriment les récepteurs Fc gamma. Hein, donc elles peuvent reconnaître une cellule qui exprime un antigène qui est recouvert d'un anticorps, l'anticorps se fixant par son fragment Fc au récepteur Fc de la cellule NK. Ça, vous avez vu en détail, non hein? Oui? Bon, c'est bon. On continue alors. Coopération, je vous le disais, entre NK et cellules dendritiques. Très rapidement, donc la PDC, on a vu, elle produit plein d'interférons de type 1, ce qui va activer la prolifération et la cytotoxicité des NK. Les cellules NK, elles produisent de l'interféron gamma qui va activer les MDC. Et ces cellules dendritiques activées, elles produisent aussi des cytokines pro-inflammatoires, l'IL-12, l'IL-15, l'IL-18, capables d'activer les NK. L'IL-15, c'est un très bon activateur des cellules NK. Enfin, les cellules NK, elles peuvent détruire les décès immatures qui ne servent plus à grand-chose et donc améliorer, enfin finalement sélectionner les décès matures qui vont pouvoir mieux présenter l'antigène. Alors, ces cellules dendritiques, en tout cas les myéloïdes, elles sont aux frontières entre l'inné et l'adaptatif. Quand il y a une inflammation locale et des signaux de danger, finalement les décès vont le reconnaître via les TLR. Alors là, on s'intéresse au virus, mais c'est la même chose si c'était une bactérie, et en particulier une bactérie gram-négative qui a du lipopolysaccharide, du LPS, c'est pareil. La DC, ça y est, elle a reconnu qu'il y avait un signal de danger. Donc c'est une DC qui au départ elle est immature.
Donc elle va capter, donc attraper l'antigène, le processer, l'apprêter, le processer. Donc tout ça, c'est l'immunité innée. Et la DC, elle va migrer vers les ganglions. Au fur et à mesure qu'elle migre, elle va être de plus en plus mature. Et au niveau des ganglions, évidemment, la DC va produire des cytokines et elle va présenter l'antigène, comme on le voit ici, au lymphocyte T. Et le lymphocyte T va être activé au niveau des ganglions. Et là, on est dans l'immunité acquise. Hein, donc vous voyez, on passe de l'immunité innée à l'immunité acquise ou adaptative. Alors les DC, elles sont intelligentes, hein. Elles sont capables de s'adapter au pathogène qui est présent et à orienter la réponse. Il y a ce qu'on dit, il y a une plasticité des DC. C'est un peu finalement comme les TH1, les TH2. On va dire il y a les DC1, les DC2. Je ne sais pas si vous avez vu ça, DC1, DC2. Non, ça vous dit rien? Bon, alors sans les appeler DC1, DC2, peu importe, appelez-les DC tout court, en fonction de l'environnement cytokinique et du type de micro-organisme, une cellule dendritique mature va produire des cytokines différentes qui vont orienter la réponse. Donc par exemple, en présence de virus, vous allez avoir production d'IL-12 et plutôt avoir une activation TH1 et CTL. Évidemment, dans tous les cas, la DC, elle peut activer les NK, hein, ça c'est vrai, quel que soit le pathogène. Et dans le cas de virus ou d'autres pathogènes, comme le streptocoque, là, ça active aussi les lymphocytes B, qui vont donc maturer et permettre, après avoir reconnu l'anticorps, l'antigène, pardon, de switcher, de faire des anticorps d'isotype IgG de forte affinité pour l'antigène. Par contre, si c'était d'autres pathogènes extracellulaires, vous auriez éventuellement plutôt une réponse TH2, où il y a des pathogènes qui vont induire de l'IL-10. Hein, l'IL-10, vous savez que c'est une cytokine qui est plutôt immunosuppressive. Et du coup, dans ces cas-là, la DC, on l'appelle presque une DC régulatrice parce qu'elle va induire la différenciation en cellules T régulatrices. Donc, des DC qui délivrent différents signaux en fonction du micro-organisme concerné. Alors, on va switcher sur l'immunité spécifique antivirale. Donc, d'abord, la réaction humorale. Alors, la réaction humorale, elle est précoce, elle doit contenir la dissémination. Les anticorps permettent la neutralisation du virus. Ça, c'est très important parce que je ne peux pas tout faire en détail, mais la plupart des virus, ils pénètrent dans des cellules via un récepteur qui est plus ou moins identifié. Hein, dans certains cas, il est très bien identifié. Dans d'autres cas, il ne l'est pas, ou le récepteur est peu spécifique. Hein, c'est simplement quelque chose qui contient des sucres, par exemple. Et quand il y a un récepteur, on va voir que l'anticorps peut vraiment neutraliser le virus, c'est-à-dire empêcher le virus de rentrer dans la cellule. C'est le cas notamment des IgA sécrétoires, et en empêchant soit sa fixation, soit la pénétration du virus au moment où le virus va fusionner son enveloppe avec la membrane plasmique. Les anticorps, par définition, ils sont capables d'opsoniser, c'est-à-dire ils recouvrent une cellule, un antigène ou une cellule qui contient un antigène. Et cette opsonisation, elle augmente la phagocytose. Enfin, vous savez que les complexes antigènes-anticorps sont activateurs de la voie classique du complément. Le complément n'a plus de secret pour vous, j'espère. Et cette activation du complément peut permettre dans certains cas la lyse du virus ou alors augmenter la phagocytose. Alors voilà par exemple les anticorps neutralisants. Ici, le virus il est bloqué par les anticorps et du coup ça empêche l'entrée dans la cellule. Alors cette neutralisation elle peut se voir pour des virus, des bactéries, des toxines bactériennes. Et en fait après les complexes antigènes-anticorps ils sont éliminés par le système du complément.
Alors, les anticorps qu'on dit neutralisants sont vraiment importants euh, parce qu'ils ils interagissent donc aux étapes précoces de l'infection par le virus de la cellule hôte. C'est vraiment un blocage par compétition des sites de pénétration. Donc, c'est le principal mécanisme protecteur des vaccins, hein. Les vaccins efficaces, pratiquement tous les vaccins qui sont très efficaces, sont des vaccins qui induisent des anticorps neutralisants. Ils ont, ces anticorps neutralisants, une forte affinité de liaison à l'antigène et aussi une cinétique de liaison rapide. Ils sont dirigés évidemment contre des antigènes viraux, mais pas tous les épitopes induisent des anticorps neutralisants, hein. Certains épitopes induisent des anticorps neutralisants, d'autres non. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont souvent produits de façon assez tardive au cours de l'infection virale par rapport à la synthèse globale des anticorps spécifiques. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir des anticorps polyclonaux avec finalement peu d'anticorps neutralisants. Et puis les anticorps neutralisants, souvent, ils apparaissent un peu tard. Parce que effectivement, il faut une maturation de l'affinité des anticorps, ce qui fait que ça met un peu de temps pour que les anticorps neutralisants soient présents. Ils sont évidemment très importants dans l'immunité de réinfection, hein. C'est vraiment eux, c'est comme pour la vaccination, hein. Alors la réaction cellulaire, elle est plus tardive. Ici, vous voyez les CTL, donc les cellules testotoxiques spécifiques, leur cinétique par rapport à l'apparition d'interférons et DNK. Vous voyez que le pic est au 7e, 10e jour. Donc, les CD8 sont toxiques spécifiques des peptides viraux. Donc, ils vont reconnaître des peptides présentés par les cellules infectées en association avec les molécules HLA de classe 1. Ça, c'est assez classique. Et dans la majorité des cas, détruire les cellules infectées. Les CD4 auxiliaires, là, ils ont bien leur nom de type TH1, ils sont indispensables pour activer les CD8 spécifiques. Si vous n'avez pas l'aide des CD4, vous ne pouvez pas avoir des CTL actifs. Et donc, ces TH1 produisent classiquement de l'IL2, de l'interféron gamma et du TNF. Comme je vous l'ai dit, le pic d'activité CTL, c'est le 7e, 10e jour. Alors voilà comment se passe l'induction d'une réponse CTL antivirale par les cellules dendritiques et les TH1. Donc, tout à fait classiquement, vous avez la cellule présentatrice de l'antigène qui va activer les TH1 par la reconnaissance de l'antigène présenté dans le contexte des molécules HLA de classe 2, avec une co-stimulation CD28. Oui. Vous entendez pas? Ah, pardon. C'est mieux là? Alors, je recommence. Donc, je dis que c'est tout à fait classique. Les cellules présentatrices de l'antigène présentent les peptides viraux dans le contexte des molécules HLA de classe 1, sont reconnus par le récepteur T des TH1, et ceci nécessite un signal de co-stimulation fourni par l'interaction entre CD28 et CD80-86. Donc ça, c'est tout à fait classique. Les dendritiques font de l'IL12 et ça permet la différenciation TH1. Donc, la TH1 activée, elle va produire de l'IL2 et puis finalement s'expandre, hein, et donner des clones différents clones, hein. C'est une réponse polyclonale qui, au mieux, est polyspécifique, hein, de TH1 CD4 antivirus, qui produit de l'IL2 d'interféron gamma. Le pré-CTL, il doit aussi reconnaître des peptides viraux présentée ou non par la CPA. Elle peut être présentée par une cellule infectée, évidemment, qui n'est pas une cellule présentatrice, puisque cette fois-ci, la présentation, elle est classe 1. Et il faut qu'il y ait quand même une interaction entre CD40 et CD40 ligands. Ça va induire des CTL qui vont se différencier. Pour se différencier en CTL efficace, il faut qu'il y ait de l'IL2. Hein, et le CTL, il va reconnaître la cible et les peptides viraux sur la cellule cible par le TCR, les peptides étant présentés toujours classe 1. Et l'interaction phase ligand aussi est importante pour
l'induction de l'apoptose de la cellule cible, ou alors le CTL dégranule et perforine et granzymes sont capables de lyser la cellule cible. Le CTL, il va produire aussi de l'interféron gamma et du TNF-alpha, le TNF-alpha pouvant aussi avoir un effet anti-apoptotique sur la cellule cible. Donc ce qui est important, c'est la nécessité de la double reconnaissance finalement des CD4 antiviraux et des CD8 antiviraux. Et je vous rappelle que les peptides qui sont reconnus par les CD4 ne sont pas les mêmes que ceux qui sont reconnus par les CD8. Les peptides CD8 sont en général plus petits que les peptides reconnus par les CD4. Alors la cinétique de la réponse, ici vous voyez un exemple, là il y a le pathogène. On a vu que le pic il est à peu près à J7. Donc vous avez une forte expansion, une réponse proliférative des lymphocytes T CD8 naïfs après une infection virale aiguë. Ça va générer des effecteurs CD8 comme on l'a vu. Et normalement, quand le pathogène est éliminé, la majorité des cellules effectrices va mourir et il va rester un pool de cellules mémoire qui est représenté ici. Et donc,